des Grands Lacs et plus particulièrement du Rwanda et du Burundi, 4e et 5e étape du projet 51 et où nous avons passé en cumulé 37 jours. Pour vous parler un peu plus du Rwanda, il s'est révélé à nous comme ayant deux facettes. D'un côté, Kigali, ville très avancée dans son développement, et de l'autre, l'intérieur du pays où règne un confort de vie assez archaïque. Quant au Burundi, il est moins avancé que son voisin en termes de développement. Les nouveaux bâtiments et les gratte-ciel ne sont pas au rendez-vous à Bujumbura, ce qui impacte sur le reste du pays. Tant au Rwanda qu'au Burundi, nous aurions aimé rencontrer plus d'associations qu'on ne l'a fait, résultat de régimes politiques trop menaçants, soit en termes de liberté de parole ou en termes de sécurité. C'est pour cela que nous avons décidé d'ouvrir notre vidéo à des sujets tout aussi importants que celui du droit des femmes. Maintenant que je vous ai présenté un peu tout ça, je vais laisser Marion vous parler un peu plus en détail du Rwanda. C'était forcément très particulier pour nous de nous rendre dans un pays comme le Rwanda qui a connu un génocide il y a à peine 21 ans. Ça signifiait très concrètement au quotidien dans nos discussions avec tous les Rwandais et les Rwandaises que nous rencontrions que tous ceux qui avaient notre âge, c'est-à-dire 21 ans ou plus, avaient forcément vécu d'une manière ou d'une autre le génocide. Beaucoup qui étaient également plus jeunes que nous pouvaient être issus de viols commis pendant le génocide. Donc c'était forcément un passé plus que marquant qui était à prendre en compte pour comprendre le présent, l'actualité du Rwanda. Pour rappel, le génocide de 1994 a touché les populations Tutsi qui ont été exterminées par les populations Hutus sur ordre du gouvernement alors en place. Et il faut tout de même nuancer, il y a eu des victimes Hutus dans le conflit, que ce soit des Hutus qui ont refusé de participer à cette extermination ou des Hutus qui ont été tués par la suite, notamment dans les camps au Congo où ils ont fui à la fin du génocide et où les conditions de vie étaient vraiment très difficiles et où en plus parfois le FPR a par la suite commis des massacres. Tout au long de notre itinérance au Rwanda et à travers tout le pays, nous avons essayé de visiter des mémoriaux, des musées, des lieux de mémoire pour nous informer plus en détail sur ces événements, sur le génocide, sur la manière dont quelque chose d'une telle ampleur a pu se produire. Toutefois, c'était souvent une version de l'histoire qui était racontée ici, c'est toujours une histoire officielle et pour nous ce qui était intéressant c'était aussi de pouvoir nous écarter de ça et avoir un vécu, une réalité racontée par les gens. Pour ça, nous avons fait beaucoup de stops, nous avons parlé avec beaucoup de personnes dans les bars le soir qui se livraient plus facilement parce qu'ils avaient moins l'impression qu'on leur faisait subir une interview et donc ils étaient plus à même de nous parler et nous expliquer comment eux ont ressenti le génocide. Toutefois, il faut quand même bien imaginer que c'était pas chose facile pour nous d'arriver comme ça en tant que Français en plus et de parler du génocide au Rwanda. Déjà, la barrière de la langue faisait que certaines personnes en milieu rural ne maîtrisaient ni l'anglais ni le français. Et ceux qui le maîtrisaient étaient plus souvent des hommes entre, on va dire, 30 et 50 ans, plutôt éduqués. Donc ça nous coupait quand même un petit peu d'une certaine partie de la population. De plus, au Rwanda, après le génocide, il y a eu une réelle négation totale de l'ethnie. Et aujourd'hui, on ne peut plus prononcer les mots ni Hutu ni Tutsi dans la rue en ayant l'esprit tranquille. Ça a donné des situations assez locasses où parfois certaines personnes ont voulu nous parler de cette fracture ethnique et ont dû nous dire les H pour les Hutus, les T pour les Tutsis, en espérant que les gens autour ne comprendraient pas parce qu'ils nous parlaient français. Ainsi, on a pu noter au Rwanda beaucoup de non-dits sur le génocide et la guerre et des rancœurs qui probablement sont encore bien présentes dans la société, sont certes difficiles à capter, mais on voit mal comment dans un village où tout le monde se connaît, on pourrait avoir oublié du jour au lendemain qui était Hutu, qui était Tutsi, qui a participé ou non au génocide, qui a tué certaines personnes, surtout quand les familles reviennent vivre à côté de ceux qui ont été leurs assassins. Aujourd'hui, le gouvernement a choisi de nier un petit peu cette ethnie, aussi parce qu'il considère qu'il y a eu un temps pour le pardon. La justice transitionnelle a fait son œuvre au Rwanda. Il y a eu à la fois des peines d'emprisonnement pour les tueurs, il y a eu la justice traditionnelle, la justice internationale et des tribunaux populaires qui ont été mis en place dans les villages qui étaient appelés gachacha. Et le principe était de juger tous ceux qui ont de près ou de loin participé au massacre, même les hommes ordinaires, et de leur donner le plus souvent possible le pardon à partir du moment où ils acceptaient d'avouer leurs crimes. On peut quand même être optimiste sur la situation du Rwanda parce que la prospérité économique qu'il connaît actuellement lui permet de se développer très rapidement, de rattraper tout le retard qui a été accumulé à cause de la guerre, du génocide
et les gens sont attachés à ce confort matériel qu'ils sont en train de gagner et peut-être seront moins amenés à connaître d'autres événements violents que par le passé. De plus, la jeunesse actuelle au Rwanda nous dit réellement qu'elle est lassée de ces questions ethniques comme au Burundi et qu'elle ne veut plus en entendre parler. Globalement, les femmes Hutus n'ont quasiment jamais participé au massacre, c'était seulement une affaire d'hommes. Par contre, elles ont participé au pillage après les massacres. C'est essentiellement elles qui s'en occupaient. Toutefois, toutes les femmes Hutus globalement ont connu une vie assez difficile après le génocide. Soit pour celles qui sont parties vers le Congo pour fuir le pays parce que la vie dans les camps était vraiment dans des conditions pitoyables, et celles qui sont restées au pays, souvent leurs hommes ont été emprisonnés, ont donc purgé des longues peines, et pendant ce temps elles se retrouvaient avec leurs parcelles, le même nombre d'enfants à nourrir et le travail à abattre toutes seules. En ce qui concerne les femmes Tutsi, elles ont été autant ciblées que les hommes Tutsi par les génocidaires. C'est bien la spécificité d'un génocide que d'exterminer également les femmes et les enfants pour exterminer le groupe dans son ensemble. Toutefois, un sort particulier a été en quelque sorte réservé puisque les viols étaient monnaie courante lors des massacres. C'est horrible à dire, mais certaines femmes s'en sont en quelque sorte sorties, ont survécu grâce aux viols, parce que certains Hutus violaient des femmes certes, mais ne les tuaient pas sur le champ ensuite et en faisaient en quelque sorte leurs compagnes, notamment pour ceux qui n'avaient pas de femmes. C'est ainsi que beaucoup de femmes Tutsis survivantes se sont retrouvées mêlées aux populations Hutus dans les camps au Congo, tout simplement parce qu'elles ont été emmenées de force par les Interamwe qui les violaient et qui eux-mêmes prenaient la fuite pour le Congo. Finalement, dans l'ensemble de la société rwandaise, et notamment dans les zones rurales, c'est souvent chez les femmes qu'on trouve les plus forts ressentiments les unes envers les autres, tout simplement parce qu'elles ont connu un sort particulièrement difficile toutes, et qu'au lendemain du génocide, bien après les massacres, bien après le retour de la paix, elles ont moins pu, comme les hommes, repartager à nouveau les travaux des champs, repartager l'uruagwa, qui est l'alcool local, et en quelque sorte oublier ce qui s'était passé, ou en tout cas pardonner. Revenons maintenant sur la place des femmes dans la société rwandaise aujourd'hui. Le pays est connu comme un pays vraiment en avance en termes de conditions féminines, notamment résultat d'une très forte volonté politique de faire progresser les femmes et de les faire accéder même aux plus hautes sphères du pouvoir, tant économique que politique. Par exemple, le Rwanda est le pays qui connaît au monde le plus fort taux de députés de sexe féminin, avec plus de 60% de femmes au Parlement. De plus, les femmes ont aujourd'hui au Rwanda à peu près un accès égal à l'éducation, y compris aux études supérieures, ce qui est très rare dans les pays africains. Il n'existe également pas de mutilation génitale féminine, très peu de mariages forcés, voire plus du tout. En bref, beaucoup de choses sont faites pour protéger et promouvoir les droits des femmes au Rwanda, même si la restriction de la liberté de parole et de la liberté d'action de la société civile empêche certaines structures de travailler, volonté notamment d'un État qui veut plutôt camoufler certains problèmes et les prendre en charge lui-même. Finalement, les principaux combats qu'il reste aux femmes rwandaises aujourd'hui tiennent surtout au fait de faire profiter de ce développement à toutes les femmes rwandaises, quelles que soient les couches de la population, y compris en zone rurale, mais aussi et surtout de prendre confiance en elles, d'assumer ce nouveau rôle et de le faire accepter aux hommes, ce qui n'est pas toujours facile, notamment en milieu rural aujourd'hui.